nous les syndicalistes, on est devenus des voyous, qu'on agit face à une violence de l'entreprise qui annonce encore 3000 suppressions de postes, et c'est insupportable. Cette violence-là, effectivement, elle se traduit par une autre forme de violence collective. La paix sociale de l'entreprise pourrait revenir de quelle manière? Avec un véritable dialogue. Un dialogue qu'on a perdu depuis des années. Moi-même, je suis délégué, donc ça fait très longtemps que je suis là pour discuter avec la direction. Et il y a très longtemps qu'on a perdu le fil de discussion. Toute cette histoire a commencé comme ça, par une chemise déchirée. Oui, parce que si la finance n'a pas de visage, on sait bien qu'elle porte des chemises. Ce matin-là, du 2 décembre 2015, nous étions arrivés là avec Nicolas, mon meilleur ami, pour soutenir les gars d'Air France et protester contre leur licenciement. Moi, réalisatrice au chômage, je viens tout juste d'être licenciée après 1 an et demi de harcèlement au travail. Je filme avec mon smartphone. Lui, c'est Nico. Il filme avec une petite caméra amateur. Parmi tous ces drapeaux et cette foule, toutes sortes de corps de métier étaient là, solidaires. Et, venu spécialement de Montauban, le personnel de la clinique du Pont-Chaume. J'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais rien de leur mouvement. Et pourtant, à la veille de Noël, elles aussi en ont gros sur la patate. Ça fait 42 jours qu'elles sont en grève. Soudain, à un moment donné, sans bien comprendre, nous voilà embarqués dans le locaux de l'Agence régionale de santé de Toulouse pour une occupation surprise. Ce jour-là, nous filmons des moments forts qui vont nous hanter et nous bousculer. Nous décidons alors de les suivre jusqu'au bout. D'abord, dans ce coup d'éclat, à l'ARS, où nous resterons jusqu'au bout de l'action. Puis, je décide d'y retourner, le lendemain ou surlendemain, à Montauban, dans leur va-et-vient entre leur QG, la Maison du Peuple, et la préfecture où avaient lieu les négociations. C'est l'histoire d'une journée qui va durer 3 ans pour moi. Une histoire de rencontre. Enfin, le problème qui est dramatique quand même, c'est qu'on a mis des finances d'un côté, dans un centre de soins, tel qu'il soit, hein, en France. Des finances d'un côté, et des financiers, et des soignants. Et les soignants sont confrontés aux financiers. Et c'est pas les soignants qui gagnent, et c'est quand même malheureux. C'est des humains qui y a en face. C'est pas des boîtes de conserve, c'est pas des pneus, c'est pas des bagnoles. C'est des humains. C'est complètement déshumanisé. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de cerveau. Il y a longtemps, bien longtemps, des bandits de grand chemin alpaguaient le voyageur par ces mots. La bourse ou la vie. On l'a dit, ce sera la dernière question en tout début d'interview. Vous êtes arrivé récemment à la présidence du groupe Elsan. Juste avant, vous étiez chez Michelin. D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé ? Vous étiez chez Michelin. D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé ? Au début, quand j'ai commencé, aujourd'hui, je me suis occupée d'une patiente. Écoute, je me suis régalée. Je l'ai massée, on la sentait apaisée. Elle était bien. Elle m'a dit « Oh merci madame, ça me fait du bien ». L'histoire commence en 2000, quand 2 hommes très différents, un tandem de choc entre un entrepreneur visionnaire et un médecin féru d'innovation, créent la société Védici. 2001 est marqué par l'achat des 2 premières cliniques, puis Védici s'étend petit à petit. C'est en 2006 qu'ils accueillent leur premier investisseur pour accompagner leur développement. Au fur et à mesure des mois, des années, vous racontez plus ça. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait 8 toilettes au lit, 4 accompagnements à la salle de bain, j'ai préparé 5 personnes de bloc opératoire, j'ai mangé à 2h30 et il est 8h moins le quart et j'arrive. 2015, Védici et Vitalia fusionnent pour former un leader de l'hospitalisation privée en France. Voilà ce que vous racontez de votre journée. Vous ne savez pas vos patients si vous les avez soulagés, pas soulagés. Donc, au bout d'un moment, ils voyaient que ça retombait. Hein. Donc, il m'a dit, écoute, bats-toi. Hein. Si tu le sens, bats-toi. Mais comment raconter 2 ans après ?
qu'était-elle devenue? Je me souviens qu'après mon licenciement, j'aurais aimé un groupe de parole. Alors je décide le 9 novembre 2017 d'utiliser la caméra comme une chambre d'enregistrement et d'écoute à leur disposition pour revoir ensemble le film de la grève et surtout savoir comment ça va maintenant, 2 ans après, et construire avec elle un outil de lutte. Noël 2015. Je filme avec mon meilleur ami les mouvements sociaux de la CGT et la dynamique de solidarité interprofessionnelle nous amène jusqu'à elle. De Toulouse à Montauban. Voici comment tout a commencé. Ils sont rentrés derrière, on n'a plus personne. Si l'autre a qu'à ouvrir la porte, tout le monde s'en fout. Vous avez des gens qui aimaient leur boulot et qui voulaient faire de cette clinique un lieu d'excellence de la santé. Ils l'ont pas fait. Vous voyez La demande qu'on avait il y a 42 jours, c'était du personnel supplémentaire. C'était pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis on s'aperçoit qu'à J42, la lutte maintenant devient une lutte de classe. Et puis c'est du principe, l'argent est là, il y a la possibilité d'embaucher puisqu'il y a l'argent, mais par principe, il ne lâche rien. Donc ça prend des proportions. Pour moi, personnellement, c'est vraiment une lutte de classe. Les patrons, les dirigeants contre les dirigés et les ouvriers. On n'a pas choisi ce métier-là par hasard, on s'occupe des gens. Donc quand on s'occupe des gens, on a envie de prodiguer des soins de qualité. Sinon, on aurait fait autre chose. On aurait repeint des bagnoles, on se serait occupé des voitures mieux que d'en dépasser. Bienvenue à la direction. Là, voilà, les machines qui nous parlent. Excusez-moi. Vous êtes est-ce que vous aviez été annoncé dans le cadre? On est annoncé, ouais. Vous pouvez leur dire qu'on est là, on est annoncé. Et on ne partira pas tant qu'on sera pas reçu. Je vous demande, si vous le pouvez, de rester rassemblés dans le Oui, on va rester rassemblés. Ne vous inquiétez pas, on va rester rassemblés. En randonnion, 2 par 2. Tu fais une ingé. Qui c'est l'Assemblée générale? Oui. Dans ma super clinique. Ouais. Il y a du personnel. Comme ça. Une direction. Comme ça. Dans ma super clinique. Ouais. Il y a des patients. Comme ça. Et des locaux. Comme ça. Dans ma super clinique. Ouais. Il y a des bénéfices. Comme ça. Et des salaires. Comme ça. Dans ma super clinique. Ouais. Ah ouais, c'est comme si c'était hier. Il m'a fallu le regarder plusieurs fois pour arriver à bien savourer les images et je pense qu'il y en a pour beaucoup, ça doit être un peu la même chose, à mon avis. Ils voulaient mettre une infirmière et une aide-soignante pour 18 patients. Aujourd'hui, on varie entre 13 et 15 patients. Les filles ont refusé de passer à ça et c'est ce qui a déclenché en grande partie le mouvement. On ne demandait rien, on demandait de bien travailler. On demandait, je ne sais plus, 6 postes peut-être sur l'établissement. Le directeur de l'époque, il est parti avec 320 000 € d'indemnité. C'est l'équivalent de 10 postes sur l'établissement. Je pense que ce film sera très intéressant pour ça, pour justement montrer aux gens que si on s'est battu à ce moment-là, c'est parce qu'on sentait déjà que le fil allait se couper et qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je n'ai pas supporté au retour. Moi, c'est quelque chose qui m'a été très difficile d'entendre de manière systématique Christophe Couder, le gourou, la CGT, le gourou, et mais vous avez été manipulé. Allez, on oublie tout, on est face à l'ardoise, et en gros, acceptez de dire que vous avez été manipulé. Mais ça, mais jamais.
Jamais. On peut me marcher dessus. Jamais je ne dirais que j'ai été manipulée. Jamais. Et je pense qu'on est toutes dans la même... voilà. On ne fait pas 52 jours en étant manipulés. On n'est pas... Oui, on n'est pas des moutons. Oh non! Mais moi, c'est pas quand t'as tout le monde. Non. Nico, il fait des flots. On va faire le poêle. Ouais, on va. Nous avons donc rencontré Madame Cavaillé. Elle a entendu ce qu'on avait à lui dire. On est content parce que ça fait 42 jours que tout le monde nous entend et personne ne nous écoute. Enfin, tout le monde nous écoute et personne ne nous entend. On lui a quand même dit qu'à un moment donné, on voulait des réponses et des réponses concrètes maintenant. Et qu'on ne sortirait pas d'ici sans avoir à la fois une date où on va signer un accord, un protocole de fin de conflit, et en même temps le contenu. En tout cas, elle nous disait, bon, je vais transmettre, etc. Elle va effectivement faire le nécessaire entre midi et 2, puisqu'on lui a dit qu'on allait rester là, évidemment. Et que donc à 14h, elle devrait nous revoir pour nous dire les avancées du dossier en tout état de cause. C'est vous ici qui avez raison et c'est vous ici le seul rapport de force. C'est nous qui devons prendre nos affaires en main. On lui a bien fait comprendre que nos affaires, on les gardait et qu'on ne lâcherait rien. J'ai mis dans les frises brosse à dents. Ah, j'ai pas mis une petite culotte parce qu'après il y aura une histoire de taille. Retournez celle que vous avez. J'ai rajouté des boules pièces. Une famille d'accueil pour ma fille. J'ai des bonbons à faire. Tu les veux quelle taille tes bonbons? Des petits. Des petits ouais, mais bonbons. pareil, Comme sur l'escartin. Des petits bonbons. Voilà, escartin. Alors voilà, que je le fais. On n'a toujours pas trouvé le bureau du directeur, on continue quand même. Allez, on avance. Il est juste marqué responsable. Bonjour. S'il vous plaît, vous descendez. Oui, monsieur Couder, qui a été jusque-là mon contact, je suis le cadre d'astreinte. Il est par là dans les étages. Jusqu'à ce matin, nous avons été au contact avec monsieur Couder, nous avons pris vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis de nous des engagements à maîtriser votre venue sur Monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer à notre insu. Mais c'est pas à votre insu, vous me voyez. Le chef de cabinet de la directrice générale est venu l'informer que madame Cavalier attendait d'avoir des informations suite à ces interrogations. Il était prévu et il a été informé, monsieur Couder, que dès que nous avions du nouveau, vous en seriez informé. Et c'est 4 heures, ça fait 2 heures. Mais sauf que si vous le voulez bien, vous regagnez le hall, et à partir de là, on reprendra la discussion là où on l'a arrêté ce matin, et discussion que l'on maintient, mais sur laquelle nous n'avons pas d'éléments nouveaux. Elle a une culotte de problème le matin. Mais sans nous, à 42 jours, on peut bosser une nuit. Formation management et bien-être. On a tout prévu là, mon cher, dans la voiture. C'est rodé. Il y a un panneau là, il y a une autre idée. Par contre, si la RS va aller avancer, la prochaine place, ça va être difficile d'y aller. Il va falloir aussi. Il y a la Peugeot qui arrive. Je leur dis. Faut qu'on descende, on a dit. Il faut descendre.
Ça suffit de nous prendre pour des imbéciles. Non, mais c'est après. Il n'y a pas de... Rien à foutre, Lina. 42 jours. Tout le monde s'affiche de nous. On est... On n'est pas là pour 40 € par mois. On est là parce qu'on en a marre de maltraiter les patients, parce que notre patron nous oblige à maltraiter les patients. Hein? On le fera pas. Tu vas voir, tu vas pas le faire. De toute façon, on était déterminés pour demain. Ça va changer quoi qu'on commence ce soir? C'est comme ça, on restera là. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des dégâts, ça sera leur faute, hein, pas la nôtre. 42 jours qu'on nous méprise, ça suffit. Je bois mon dernier café. Alors je bois mon dernier café. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Oui, on va chercher. On va chercher. C'est notre clinique, c'est notre vie de travail. Nos parents vont être là demain. Nous, on est soignés là. Il y en a marre de maltraiter les patients. Il reste 3 heures dans son charge plein de merde. Il y en a marre. Nous, on a un cœur, on est des soignants. On demande juste, on ne demande pas la lune, on ne demande pas de nous doubler les salaires. On demande des conditions de travail dignes. Qu'est-ce qu'on demande de plus? 4 postes de plus supplémentaires dans la clinique? C'est la lune, ça? C'est notre droit de bien travailler. C'est parce qu'on ne peut pas. On se sent obligé de se reconvertir, mais nous, on aime notre métier. La santé veulent faire de la santé une entreprise, une boutique, comme ils appellent. C'est une boutique, c'est pas une boutique. C'est une clinique où on soigne des patients. Eux, ils préfèrent les compter. Donc, il vient vérifier. C'est pas. On est fuir la réalité. Bon, finalement, après moult discussions téléphoniques, un pestage de câbles et une crise d'angoisse, voilà ce qui sort aujourd'hui, les propositions qui nous sont faites. Il s'engage à nous envoyer un document écrit sur la base de nos propositions, demain matin par mail. Il s'engage quand même à venir demain après-midi, en début d'après-midi à 14h. Pardon, pas qui répondent à toutes, voilà. Alors le niveau civil. Soit on accepte leurs propositions, dans quel cas on rentre. Soit vous n'acceptez pas, la proposition qui vous est faite, On reste là, mais on ne va pas rester longtemps. Voilà, on ne va pas rester longtemps parce que vous avez vu, vous savez bien que cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part. C'est ça toute la complexité pour nous qui les accompagnons de A à Z, mais qui sommes à l'extérieur. Parce qu'on a à la fois cette, bien sûr, volonté de les accompagner, cet espoir, cette rage et cette haine, qui fait qu'il faut les faire plier absolument pour que la dignité de l'entreprise, mais la réponse aux besoins, que les revendications qui étaient légitimes et qui n'étaient pas, puissent aboutir, et en même temps, une espèce de culpabilité de nous dire « Merde, ils sont là face à nous, on leur mentira jamais, ce qu'on n'a jamais fait en Assemblée Générale. » C'est-à-dire qu'on leur a toujours tout dit, et c'est eux, elles, qui ont toujours décidé de comment ils allaient continuer leur mouvement ou pas, puisqu'on votait matin et soir, et à chaque fois avec on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas où on va,
Ils reviennent, c'était vraiment la politique du 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Et nous, on est sorti un jour super content de la préf où tout était établi. Et le lendemain, il restait 2 points à négocier. Et ils nous balancent tout en l'air, ils nous foutent tout en l'air. Ce jour-là, ça craque de partout. Ce jour-là, ça pète vraiment. Et de nous dire, putain, mais eux, ils vont y retourner. Nous, on est à l'extérieur, on sera toujours là, on soutient, on sera toujours là. Et t'as une espèce d'impuissance, parce qu'on a beau aller aux assemblées générales, on a beau les rencontrer et avoir cette espèce de truc, ah putain, on est content de se revoir, etc., etc. N'empêche que la souffrance au travail, eux, ils continuent à la vivre, même si depuis, effectivement, certains certaines ne se laissent pas faire et qui disent non, on lâchera rien malgré tout. Moi, c'est grand quand je revois ces images, mais je reprends toutes les dernières années dans la figure. Alors, c'est de très belles images, hein, vous avez très bien filmé et les paroles sont très bien, mais il y a de la souffrance, de la réalité, parce que c'est ce qu'elles vivent maintenant tous les jours, parce que moi, je ne le vis plus. Mais voilà, enfin, je ne le vis plus. C'est difficile à dire. Parce que le retour, autant pour l'une que pour l'autre, a été très difficile. On a vécu 3 mois, toutes les deux. On n'a plus prendre de garde. Et le chef qui nous dit, mais vous êtes obligé, il faut prendre des gardes, vous êtes formés à prendre des gardes. Non, pendant 51 jours, vous avez réussi ça, non. Vous avez pris des gardes, vous en avez fait plein. Je me rappelle, un soir, on avait un patient qui n'était pas bien sur table. Il était 17h55. On se regarde toutes les deux. Je dis à mon chef, je te préviens, 18h on a fini, 18h01 on veut être dans le vestiaire. Pendant 51 jours, tu n'as pas eu besoin de nous. Là, tu ne vas pas avoir besoin de nous. Les chirurgiens nous ont regardés en disant, vous ne pouvez pas faire ça. Comment ? Toutes les deux. On est partis. Ils ont trouvé quelqu'un pour nous remplacer. C'est les chefs qui sont venus s'habiller. Mais là, on a dit non, stop. On ne donnera plus rien. Ils nous ont détruit notre carrière d'infirmière de bloc, quoi. La stratégie qui a été employée, en tout cas dans le bloc opératoire, c'était de mettre, on était 5 grévistes juste sur l'ensemble du bloc opératoire, en comptant une aide-soignante et une fille de la stérilisation. Donc en fait, vraiment pas nombreuses. Et on nous a mis en fait en salle avec que des gens non grévistes. Donc complètement isolés des groupes. On ne nous adressait pas la parole, ni bonjour, ni merci, ni s'il vous plaît, ni voilà. Et ça parlait pendant l'intervention, t'as vu ce qu'elle a fait. Moi, j'ai commencé quand même à écrire un bouquin. J'ai commencé à écrire un livre en salle d'opération. J'ai fait 25 pages, j'écrivais mon livre. Et je pleurais sur ma paillasse, je m'en souviens, dans mon masque, parce que je les entendais discuter autour du patient, nous en mettre plein la gueule. Alors, bien évidemment, on entendait des petits mots un peu plus hauts, genre CGT, grève, voilà, pour bien comprendre de qui on parlait. Et c'est une torture mentale. Je crois que tant qu'on n'est pas confronté à ça dans un retour, on ne peut pas s'imaginer. Il faut le vivre pour sentir, parce que ça peut durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est long une intervention. 6 heures, quand on ne vous adresse pas la parole, qu'on parle de vous, et qu'on sait qu'il y a des stratégies qui sont mises en place après, jusqu'au moment de la rupture où vous allez craquer, où c'est insupportable. La surveillance, l'espionnage, il n'y a pas eu de mots, mais toujours quelqu'un derrière. Et au bout d'un moment, ça explose. Et un jour, en plein service, ça a explosé. Donc là, il ne fallait pas faire de bruit. Chut, viens, on va dans le bureau. Non. Moi, je suis désolée, j'explose. Donc, mes collègues ont réussi à me calmer. Donc là, il y a eu une longue période où il y a eu un burn-out, 3 mois d'arrêt complet. Psychologue, psychiatre, médecin du travail, médecin à la CPL. J'ai repris un mi-temps thérapeutique et fin juin, je ne pouvais plus. J'ai dit à la psychiatre, écoutez, je ne peux pas. Je suis revenue à mi-temps thérapeutique, mais le thérapeutique, ça ne passe pas, quoi. Je ne peux pas. Je me sens espionnée, je ne peux pas travailler comme je veux, comme on me l'a appris. J'ai fait 13 ans dans cette boîte. Quand j'ai commencé, on avait le temps de s'asseoir à côté du patient. S'il avait besoin de parler pour être soulagé, on pouvait parler, on pouvait tenir la main. On avait le temps de faire des shampoings à des dames qui étaient là depuis 15 jours, à qui on ne pouvait pas le faire, parce que la famille n'était pas là pour ça. Nous, on avait le temps de le faire. Les derniers temps, on ne peut plus. On dit, mais madame, on verra cet après-midi si j'ai 5 minutes, mais je ne vous garantis pas. Ben, vous sortez de la chambre, la personne, elle ne se sent pas bien, parce qu'elle a la visite, elle ne se sent pas propre, elle ne se sent pas présentable, elle a mal. Enfin,
c'est pas des conditions ni pour nous ni pour les patients. Et donc j'ai fait une demande de rupture conventionnelle en juin, qui a été refusée une première fois. Et donc j'ai dit à ma psychiatre, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas comprendre qu'une entreprise comme celle qu'on a connue, qu'on a fait vivre pendant des années, devienne à ce point un lieu de souffrance pour tout le monde, alors que dans le même temps, ces mecs se gavent de pognon. C'est 1,5 million, 2 millions d'euros qui remontent par des manières différentes, pas forcément que par du bénéfice, mais par des chemins différents qui remontent au siège du groupe, rien que sur la ligne du Pont des Chaumes. Donc il y a de l'argent, il faut énormément d'argent sur le dos de la sécurité sociale. Et malgré ça, on nous refuse des postes, on nous refuse du personnel en plus, on nous refuse des bonnes conditions de travail. C'est la maltraitance institutionnelle à tous les niveaux. Les patients sont maltraités, il faut appeler, il faut dire les mots aujourd'hui. Quand on n'est pas en capacité de pouvoir soigner un patient de suite, c'est de la maltraitance institutionnelle qui est faite par l'organisation de travail parce qu'on n'est pas assez nombreux. Ça, c'était le drapeau d'Afrique. Ouais, ben ouais, apparemment. Merci, camarade. La situation, la justice, la compagnie, enfin, de l'autre côté, je pense qu'il change pas. On arrête le déchargement. Ah, et bon. Moi, à chaque fois que j'ai été malmenée au travail, je me suis toujours retrouvée seule. Mes collègues préféraient râler dans le dos de la direction. Au prud'homme, ils ont même signé des attestations contre moi. Alors quand j'ai rencontré ces filles solidaires, avec Nico, on a eu tout de suite envie de les filmer. Elles forçaient l'admiration, elles nous emportaient. Moi, par rapport à ma position d'élu et de délégué syndical, je me suis dit, mais en fait, j'ai perdu 2 ans parce qu'il n'en est rien ressorti après de positif, quoi. C'est le sentiment que j'en ai, en tout cas, c'est peut-être pas ça. Je me souviens d'une négo où j'avais pas fait le sapin de Noël chez moi parce que je m'étais dit, si je peux rien mettre dessous, ça sert à rien. Et je me souviens que quand j'ai eu dit ça en négo, mais aucune réaction. C'est-à-dire que le type en face, mais je lui aurais dit, je suis allée acheter des cacahuètes au magasin à côté, c'était pareil, quoi. Sauf qu'on arrivait à 10 jours de Noël, et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et comment expliquer ça à des enfants? À la limite, ils ont l'insouciance de... Voilà. Mais le conjoint, je crois que c'est le pire, en fait. C'est dire, à quoi ça sert? Il y a une fois où je suis partie en catastrophe ici parce que voilà, j'avais la menace chez moi de rentrer, d'avoir la valise devant la porte parce qu'il en pouvait plus, mais je pouvais comprendre en plus. Pardon. C'est des choses qu'on n'a jamais rediscutées en fait, c'est con. Mais et on a encore des traces, parce que chez moi j'ai encore des traces. J'ai un conjoint qui comprend beaucoup de choses, mais qui me voit me fatiguer, m'épuiser, pas dormir. Parce que quand j'ai un salarié qui est licencié là, comme ça, là, ça me travaille. Même si c'est pas moi et que c'est pas mon boulot, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et il est tout le temps en train de me dire, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas avoir au bout? C'est compliqué quand... en plus, il est pas militant, enfin voilà, c'est... Et on a beaucoup d'avoir des conjoints pas militants et qui ont eu du mal à comprendre pourquoi on faisait ça, pourquoi on allait jusqu'au bout, pourquoi on voulait se battre, pourquoi on a encore cette rancœur, surtout. Parce que moi j'ai encore envie de me battre et j'ai encore envie, et même si des fois je me dis je vais démissionner, je me barre, j'en ai marre, je peux plus, cette boîte j'en supporte plus, j'ai encore vu ma DRH hier, j'ai envie de la tuer, enfin voilà, c'est... Tu sais, tu te contrôles, tu te dis il faut que je reste diplomate... Mais t'as des idées à la tête à te dire, mais j'ai envie de passer par-dessus le bureau et de l'étrangler, tellement elle a des discours qui te font hérisser, quoi. Ils te font hérisser. Enfin, voilà, bref.
J'avais dit que je pleurerais pas. Super, merci. Valérie Gallo, infirmière à la clinique du Pont-de-Chaume, 41 ans, 2 enfants, et je suis accessoirement la déléguée médicale de la clinique du Pont-de-Chaume. Et assignée. Christophe Couder, au moment du conflit social, j'étais en reclassement professionnel, agent administratif en charge des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire au niveau de l'oncologie, secrétaire général du syndicat de la clinique du Pont-de-Chaume, le mauvais élève de la clinique. La lutte elle continue au quotidien, elle continue pas de la même façon, mais on y est dessus. Moi, je sais que de toute façon, je ne lâcherai pas. On lâchera rien. Ça, jamais. Je ne peux pas leur pardonner ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai quelques soucis de santé, je suis en temps partiel thérapeutique et surtout je suis puni. Je passe des papiers dans une machine, je mets des croix sur un ordinateur toute la journée au milieu d'un couloir. Voilà. Et tu veux raconter tout ça? Ça, je sais pas, après on a vécu un conflit qui a été difficile. Malgré tout, malgré la difficulté, malgré le traumatisme qu'on a subi, tout ce qu'on a pu laisser sur ce conflit, 51, 52 jours, moi personnellement j'ai grandi énormément. Je voudrais rajouter que tout ça, c'est la complicité des autorités quand même, parce que l'ARS qui dit rien, voilà, donc c'est pas faute que vous interpelliez pas constamment, notamment sur les conditions dans la clinique, bon, et nous dans le service public, sur les conditions dans les hôpitaux, au moins du département. On n'a aucune réponse, si ce n'est que c'est effectivement, voilà, sur le dos du personnel qu'on fait des économies pour gagner un peu plus d'argent, que ce soit dans le privé comme dans le public. Faut pas. De toute façon, à la grève, c'était tout le temps ça. À chaque fois qu'on voyait les gens de l'ARS, c'était oui, mais on n'a aucun pouvoir, on peut pas influencer, on peut pas. Merde, c'est toi qui leur donnes l'argent, donc à un moment donné. Tu t'ouvres les bourses, mais derrière, tu vérifies pas ce qu'ils font de l'argent. Les pouvoirs publics, je pense à la mairesse de Montauban qui a fait en sorte aussi que la population aille à l'encontre de votre lutte, et notamment en interdisant le stationnement le long des trottoirs de la clinique et en mettant en place une navette. Comme ça, les militants ne pouvaient pas rentrer, soutenir, etc. avec la voiture, quoi, comme on le faisait, tout était interdit. Donc on était obligé de prendre la navette que la mairie a mis en place gratuitement sur le parking de, je ne sais pas quoi, là, Lidl ou Leader Price, je ne sais pas, pour aller à la clinique. Ça veut dire quoi, là? On peut mettre des moyens pour faire du transport gratuit, on ne peut pas le faire d'habitude? Je ne comprends pas, là. On est en négociation, c'est encore une provocation de leur part et c'est la dernière qu'on accepte. Là, on peut pas. Ah, ils ont surtout fait les virements, parce que les bulletins de salaire ne sont pas là. Mais y compris, ils ont été prélevés de l'argent sur le reste du 13e mois. Le 13e mois, ils ont amputé les salaires. Ils ont mis de repas. Je dis qu'on n'irait pas à la table de négo si ça ne serait pas un ordre de virement immédiat, au moins sur. Elle a 136 €. Non, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça. Vous savez que ça allait faire. Un virement, c'est dans la journée. Ils veulent aller au bout. C'est la dernière provocation. Du coup, hier, en fait, dis-moi. Bonjour.
Ben, hier, on a été à la table des négociations, on a commencé à avancer sur le document. On est dans une situation de négociation pour la première fois depuis 44 jours maintenant. Mais aujourd'hui, la direction, énième provocation, y compris la prime, le 13e mois des salariés, on leur ampute et ils se retrouvent avec 0 ou un peu plus que rien du tout. Ça va de 12 € à 100 € sur les bulletins de salaire du mois de novembre. Depuis le départ, on leur dit de ne pas retenir les jours de grève jusqu'à la fin de ce conflit, qu'ils n'ont pas le droit de le faire, qu'ils n'ont pas le droit, ils n'avaient pas le droit de faire une avance sur salaire tant que machin. Tu crois qu'on leur dit pas, tu crois que quand on se rencontre, on les regarde dans le blanc des yeux, et bien sûr qu'on leur dit. Après, je t'explique, il est interdit de rouler à plus de 90 km/h sur les routes départementales en France. Tout le monde le respecte? Non. Et bien eux, ils font pareil. Le code du travail, ils ne le respectent pas. Je viens d'avoir la confirmation là, du national que la DGT, donc au niveau national, est en ébullition, que le cabinet santé donc de Touraine est en ébullition. Ils en ont ras le Direction générale du travail. Oui, pardon. Ils en ont ras le bol. Donc ils mettent toute la pression sur le groupe maintenant pour les faire plier, pour faire payer les salaires et pour revenir à la table de négociation. Voilà. Donc j'ai bien compris. Comme ils ont écrit eux-mêmes, je vous le dis là. Ton sentiment à la fin de la soirée? À la fin de la soirée, très mitigé parce qu'on n'avait rien de concret réellement. On nous a dit oui, on a eu des contacts avec la direction, on a eu des contacts avec le ministère de la Santé, on a eu des contacts avec le Premier ministre Manuel Valls, mais on n'avait vraiment rien de concret. Donc on était encore dans le doute, dans l'indécision, on ne savait pas. On était vraiment dans le flou. Il n'y a que hier matin, en fin de matinée, où on nous a dit voilà, ça bouge, il y a des choses qui se décident, la direction descend aujourd'hui. Et rien que le fait d'entendre la direction descend aujourd'hui, ça remontait un peu les troupes. Monsieur, il m'a été indiqué ce matin que la clinique du Poncho, le Motoban, s'était autorisée à procéder de retenue en novembre sur le 13e mois, le 12e, et sur le complément du 13e mois des salariés grévistes. À ma connaissance, cette opération a été effectuée sans l'accord des salariés concernés et donc de façon totalement illicite. Si tel est le cas, je vous demande de faire cesser immédiatement et sans délai cette situation et de rétablir les salariés intéressés dans leurs droits. J'attire votre attention sur la possibilité pour les salariés de saisir le juge des référés pour faire ordonner sous astreinte la cessation de cette situation. J'attends maintenant la réaction d'Atia et de Chiche là-dessus, parce que il faut qu'ils réagissent. À mon avis, ça ne peut pas leur plaire. Nous, on viendra à 14h. Faites-nous parvenir le document dès que vous l'aurez. Et de toute façon, j'appelle mon avocat pour les médicaments référés, les paiements des salaires. À tout à l'heure. Merci. Comme ça, c'est en direct et vous l'aurez comme moi. Depuis 3-4 mois, ce qu'on voit, c'est une politique de la terreur et essayer de monter les salariés les uns contre les autres pour en arriver à dénoncer le collègue qui a fait peut-être une faute ou pas, parce qu'il n'y en a pas. Et voilà, on est dans ce climat-là. Donc là, les salariés, pour le moment, sont en train de nouveau se refermer sur soi-même parce qu'il faut essayer de se faire oublier, parce qu'on veut garder son poste, parce qu'on est dans une période où quand t'as pas de boulot, t'arrives pas à vivre, enfin voilà. Donc on recommence dans un cercle là un peu vicieux, c'est à nous derrière à essayer de remotiver les troupes, et jusqu'au jour où il y aura un feu qui va allumer la mèche et ça repartira d'un coup, parce que les 2 grèves qu'on a eues, ça a été ça en fait. On a eu un moment où personne bougeait et tout le monde se ratatinait, et puis d'un coup, paf, ça explosait. Donc nous, notre boulot, c'est d'être là et d'essayer de pousser à ce que cette mèche elle s'allume et que la combativité reparte, quoi. On n'a pas la portée, nous, concrètement, aujourd'hui dans la clinique, mais nous, en contact avec les autres organisations, avec les autres syndicats dans le groupe, on sait que depuis notre lutte, ils n'ont pas osé y revenir. Ce qu'il faut que les gens aient à l'esprit, une lutte, une grève, c'est comme une guerre. C'est pareil, c'est de la survie. Et tant qu'on n'a pas été confronté, on ne sait pas comment on réagira. On ne le sait pas. Moi, je ne peux pas dire demain, si un mec me poursuit avec une arbalète ou un FAMAS, comment je vais réagir.
C'est quand on est au moment, on se rend compte qu'on a un instinct de survie, un instinct de guerrier qui est démesuré. Et qu'ensemble, et ça c'est le mot d'ordre, ensemble, on y arrive. Tout seul, c'est sûr que si on va se promener avec n'importe quel drapeau dans la rue tout seul, on ne va pas faire bouger grand-chose. Mais il faut que les gens sachent, parce que même quand nous, on a été voir la population pour leur expliquer notre mouvement, certains l'ont compris, mais d'autres ne l'ont pas compris. D'autres ont vu CGT, grève, interdiction d'entrer dans la clinique. Ils n'ont pas compris que c'était pour eux qu'on se battait. On se battait un peu pour nous, parce qu'on voulait un peu de moyens, on voulait un peu plus de personnel, mais on se battait pour eux, pour leur santé, pour ce que ça allait devenir pour eux. Si ce film peut servir à ça, putain, à faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, on accepte des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Quand on annonce, le gouvernement annonce 3 milliards d'économies sur la santé, on sait où c'est qu'ils vont les faire, les économies. Ça va être sur le personnel, sur les agents du service public, dans le personnel, parce qu'on va diminuer le coût de la santé, c'est-à-dire on va moins payer, donc on va comprimer encore plus le personnel, parce que les dividendes jamais baisseront, elles feront qu'augmenter, quoi. Et par contre, le personnel, il va encore souffrir davantage. Aujourd'hui, il y a des suicides dans les hôpitaux, quoi. Et où on va, qu'est-ce qu'on attend? C'est là. À côté de ça, Sanofi, 7 milliards de dividendes en France, 80% viennent des caisses de la sécurité sociale. Oui, allô? Allô? Ah, d'accord. Ouais. Et alors, là, le message qu'elle a lancé, c'est j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai appelé partout. Ça veut dire que derrière, j'ai une cadre glaciale, parce qu'ils ne veulent pas se marcher les uns sur les autres, ça fait mauvais genre. Comme nous, on passe au-dessus de l'un, au-dessus de l'autre, ça ne le faisait pas, mais nous s'en fout. Après, si tu tapes sur la gueule en plus, c'est tout. Là, ce qu'on a comme message, c'est qu'ils seraient prêts, d'après ce qu'ils ont dit au ministère, à aller sur le paiement de 17 jours de grève et ensuite d'échelonner le paiement des autres sur plusieurs mois. Ce qui voudrait dire que vous auriez un salaire entier et que tous les mois, par exemple, vous prendrez un jour de grève. Ça, c'est avant la négociation. Donc déjà, on a acquis ça. Là, il est 12h30, les négociations reprennent à 15h. Elles sont suivies par la directrice de l'ARS du Midi-Pyrénées. Les pouvoirs publics ont réussi à peser tout leur poids pour obliger la direction à revenir à la table de négociation. Et donc, on pense qu'elles vont, on espère que ces négociations vont aboutir ce week-end. Le début c'était plutôt à la clinique, tu peux me raconter, puis à partir du 13 novembre vous êtes retrouvés ici, c'est ça? Alors en fait à partir du 13 novembre nous avons occupé les locaux. Certaines d'entre nous ont été assignées en justice pour occupation des locaux étant donné que l'huissier qui est intervenu n'a pu constater aucune dégradation, aucune casse, rien du tout. Donc nous n'avions plus accès à la clinique. Donc effectivement nous nous sommes retrouvés ici à la maison du peuple de Montauban. La population du coup s'imagine que tout est rentré dans l'ordre parce que voilà, on ne voit plus, on n'a plus le droit de manifestation suite aux événements de Paris le 13 novembre. Donc c'est vrai que c'est un conflit difficile à gérer dans ce sens-là où nous on est encore en lutte mais sans pouvoir se montrer et expliquer notre lutte. D'abord on a retrouvé les anciens de 2010 parce que moi j'ai été à la grève de 2010 donc on s'est retrouvé un petit noyau des anciens grévistes.
et puis avec les nouveaux embauchés, et on a tissé des liens avec les anciens et tissé des nouveaux liens avec les nouveaux. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé tout de suite toute la solidarité, ne serait-ce que dans les repas, qui préparent, comment on fait. Dans les 2 jours, on a commencé la grève le jeudi, le vendredi on faisait une soupe à l'oignon gigantesque. Voilà, donc là, les liens se sont retissés rapidement. On était des collègues, on est devenus des copains, et puis maintenant on devient une famille, avec la capacité d'accepter que tout le monde ne pense pas pareil, qu'il y en ait qui craquent, il y en ait qui râlent, il y en ait qui... Voilà. Ça devient un mouvement familial. C'est ça qu'on va T'as remarqué que j'étais pas là? Mais elle est où? Je t'avais dit, elle est où? Tu veux faire? Parce que franchement, c'est... Non mais là ça revient. Est-ce que les jeunes laissent libre endroit? Qui là? Non. On a beaucoup de solidarité qui viennent de l'extérieur, que ce soit d'associations, de syndicats, de particuliers. Il faut savoir qu'on a des particuliers qui nous donnent jusqu'à 500, 600 euros personnellement. C'est quand même des sommes conséquentes. Et au cumul, on a une caisse de solidarité qui est énorme. Alors, on ne pourra pas nous payer tous nos salaires, mais de savoir que des gens auront un petit quelque chose. Là où j'ai pris un coup de bambou derrière la tête encore une fois, c'est quand j'ai vu les flics s'équiper dehors, prêts à charger des infirmières qui sont en grève depuis 42 jours pour 50 euros de salaire et 10 emplois supplémentaires dans une clinique. Voilà, je me dis que si on en est là aujourd'hui en France, j'ose même pas imaginer les gens qui sont plus faibles, les étrangers qui militent pour leurs droits, les travailleurs sociaux qui militent pour leurs droits. Et, en fait, c'est impensable, parce qu'aujourd'hui on ne fait pas partie de la classe la pire de la population française. Et on se bat pour vraiment des pacotilles, il faut dire ce qui est aujourd'hui. C'est une lutte de classe, voilà, on y est en plein. Et dès qu'on ouvre notre gueule, on nous envoie les flics. Voilà. Et ça, j'ai l'impression qu'on est dans un état de toute puissance où ils ont les moyens de nous faire taire et où ils sont prêts à les utiliser si besoin. Sur des fausses informations de notre direction, l'ARS puis le préfet nous a réquisitionnés pour venir au travail. Donc ces réquisitions ont clairement été faites dans le but de casser la grève, parce que le personnel non gréviste était suffisant pour assumer l'activité journalière. Moi j'ai eu les gendarmes tous les soirs à la maison depuis 40 jours. Donc c'est une pression psychologique sur la famille, sur les voisins, et tout ça pour des réquisitions illégales. Moi j'ai travaillé dans le public, j'ai déjà fait grève dans le public en étant réquisitionné. C'est normal, on est fonctionnaire, on nous réquisitionne, on a une mission de service public, on doit assurer la continuité du service public. Et donc les réquisitions, elles font partie du système. Dans le privé, c'est pas le cas. Alors, vive les grévistes et le personnel de la clinique du Pont de Chaume, ne lâchez rien. Courage, amitié syndicale, Patrick Collet. Patrick Collet. Ok. Oui, comme chantiste. Ok.
vous avez obtenu là? Qu'est-ce que vous avez On a obtenu déjà qu'il négocie. On a obtenu l'amélioration de certaines conditions de travail en termes de personnel. La promesse d'utiliser une partie de l'argent public qui touche de l'État pour améliorer le matériel, pour refaire des douches dans les services où les douches sont insalubres. Voilà. C'est pas encore très concret, mais disons qu'on commence à céder là-dessus. Et les négociations justement vont avoir pour but de mettre ça noir sur blanc et ensuite de les obliger à tenir leurs engagements. Donc tu restes là, t'attends la fin des négociations. On attend la délégation pour savoir ce qui se dit et sur quel mode ça va reprendre. On a commencé des négos, mais par derrière, on continue à nous assommer. Donc on ne peut pas se réjouir trop vite. On verra une fois que le papier sera signé, là oui, on pourra exprimer vraiment notre soulagement et notre joie. Toi, c'était ta première lutte personnellement? Ah non, c'est ma deuxième. J'ai déjà assisté à celle de 2010. J'assiste à celle-là et comme on dit, j'en mets 203. Peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas. Ce qui est difficile pour moi, c'est de voir le nombre de camarades, de filles qui sont là et qui ne sont plus en poste à la clinique. Je pense à Émilie, je pense à Lousma, je pense à des piliers vraiment du mouvement. Je suis plus non plus. Hein. Et ça, tu vois, là, quand même, tu te dis que, ouais, elles ont gagné parce qu'elles ont pu partir vers d'autres ailleurs, mais que ces enfoirés-là, il faut pas qu'on les laisse détruire les autres qui arrivent et qui ont besoin. Et ça, c'est la complexité d'un mouvement comme celui-là. Mais en tout état de cause, le poing levé, la rage au cœur, jamais on lâchera jamais. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge. L'espagnol qu'on voit dans le teaser qui est très... Elle est partie. Elle a démissionné. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelqu'un qui va me manquer beaucoup. Et elle était encore trop dans l'émotion. Donc elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Je suis fière d'avoir vécu avec vous autant de jours, car la preuve, 2 ans après notre conflit, ne passe pas inaperçue. Nous avons ouvert la porte à beaucoup d'autres salariés qui vivent autant de souffrances que nous le vivons, et nous avons montré à ces actionnaires que sans nous, petits personnels, un établissement de santé ne peut pas tourner. Continuez toujours debout, et je peux juste finir ces lignes avec une petite chanson, Allez Val Anton. Dama, super clinique. Je vous envoie des gros bisous pleins de soleil et d'amour. Plein de soleil et d'amour. Tu sais qu'avant de venir, j'essaie de me rappeler des parents. Il y a des salariés comme ça, des salariés comme ça, des actionnaires comme ça. Et après, il y avait des patients comme ça et la suite. Hein. C'est là que j'ai bloqué les yeux. Et il y a des patients comme ça et le reste. Des locaux comme ça. Bien. C'est bon, tu prends le relais. Je suis plus là, tu prends le relais. Non, c'est toi qui chante. Je suis Nathalie Gabache, j'ai 37 ans, je suis aide-soignante à la clinique du Pont de Chaume. Je suis restée dans la clinique. Et je sais pas. Voilà. Et je signe. Ouais, moi c'est bon. Ça commence comme ça le Star System. Je m'appelle Josiane Comté, je suis infirmière au Pont de Chaume dans le service d'oncologie. C'était le poste que j'occupais au début de la grève et que j'occupe toujours. On n'a pas trop souffert du retour dans les services parce que nous étions toutes grévistes dans le service. Donc c'était un avantage pour nous et nous avions eu quand même la reconnaissance de nous battre pour le confort de nos patients qui sont souvent en fin de vie et soins palliatifs. Et ça pour moi c'est important. Bonsoir, je m'appelle Jocelyne Ségara. J'ai été retraitée au moment du conflit au Pont des Chaumes et j'ai soutenu les 51 jours des grévistes. Et je suis là donc, en tant qu'interpro, mais aussi en tant que patiente dès le 2 janvier. Et j'ai été soignée comme une princesse. On va attendre demain. On va attendre tranquillement demain, voir si on a des nouvelles. On va les déclencher les nouvelles, voir ce qui va se faire demain. On est parti, la suspension de séance, ça a lieu d'une heure. C'est dans les couloirs.
On les a écoutés s'engueuler entre eux et tout. Non, ça a été le bordel, hein. Le téléphone a sonné de partout, le ministère et tout. Donc, ils ont eu chiche, c'était chiche, c'était fait. Donc voilà, donc c'est pas exclu que la CFE se les obtenait. Comme c'est pas exclu que ça la semaine prochaine. Ça, on ne peut pas le savoir. Voilà, merci. Et symboliquement quand même, il y a pour toi, vous avez gagné quelque chose? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est au-delà, autour du 40e jour. Avant que tu arrives, notre directeur a chanté à tout va, à tout le monde, que de toute façon, il n'y aurait jamais de protocole de fin de conflit. Donc rien que ça, leur avoir fait signer le protocole de fin de conflit, alors qu'ils ont dit à tout le monde qu'il n'y en aurait pas, rien que ça, pour nous, c'était une victoire. Et aussi, il y a le protocole de fin de conflit, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à se mettre autour d'une table et de discuter. Et ils étaient partis pour on ne discute plus avec eux, c'est terminé. Mais en plus, au-delà de ça, le protocole de fin de conflit dit aucune sanction derrière et on reprend le travail et on fait comme si on avait oublié les 50 jours et on revient. Et notre directeur était tellement revanchard et piqué au vif dans sa fierté qu'il avait décrété qu'il n'y aurait pas de protocole de fin de conflit. Donc déjà rien que ça, on l'a fait plier parce qu'il l'avait dit à tout le monde, à la presse, il s'était targué dans la clinique, puisqu'on avait voulu être dehors, on n'avait qu'à y rester. Il restait sa phrase, ça. Ils en faisaient une question d'honneur? Ouais. Oui. Ah oui, ça a basculé sur un truc qui est hors réalité. Oui, c'était une question d'honneur. Ouais. On avait osé les affronter, on avait osé les bousculer, et donc il fallait qu'on reste dehors. Mais aujourd'hui, face à la vague des départs, des punitions aussi d'une certaine manière, ils pourraient être attaqués sur ça, puisque vous avez... Non, parce que dans le protocole de fin de conflit, il y a une clause comme quoi tout ce qui est... nous, on ne peut pas porter plainte contre la direction s'il y a sanction. On est protégés l'un et l'autre, on ne peut pas se retourner ni contre la direction, ni eux contre nous. Par contre, eux, ils ont su le faire d'une autre façon. C'est-à-dire les licenciements pour inaptitude, il y en a plein, c'est des anciens grévistes. Pousser les gens à partir, ils en ont poussé plein au bout pour qu'ils démissionnent, pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Ils ont été, ça a été une guerre psychologique en fait en rentrant. Ils ont bien senti que nous on avait un retour difficile parce qu'il faut revenir au travail après 50 jours, c'est compliqué. Retravailler avec des non-grévistes, ça a été compliqué. Donc on a eu des élections professionnelles à ce moment-là, parce que nous on a eu la bonne idée de faire des élections professionnelles pendant la grève, c'était on est maso jusqu'au bout, donc on n'a pas voulu les décaler, on aurait peut-être dû, mais on l'a pas fait. Et conclusion, on n'est pas passé au premier tour, à très peu, on n'a pas eu le quorum, et au deuxième tour ils ont mis une liste contre nous de gens sans étiquette, pro-direction, et qui ont pris la moitié des sièges aux instances. Donc en plus il a fallu jongler avec ça. Cette guerre psychologique dont tu parles, elle est quand même palpable, elle est matériellement... vous avez des chiffres, tu sais combien? On a un taux d'absentéisme qui explose. Ouais. On a eu... sur 2 ans là, je crois qu'on est à 70 démissions. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils nous ont dit, dernier chiffre, on était autour de 70 démissions. On a un taux d'absentéisme de plus de 30% dans la clinique.
Oui, on a des chiffres, oui, on a des indicateurs, mais on est impuissant. C'est ce que je te disais l'autre jour, ce sentiment d'impuissance, c'est un peu de dégoût parce qu'au bout de 2 ans, t'as l'impression que tout ce que t'as fait, ça a servi à rien parce qu'on en est au même point qu'il y a 2 ans. Quand tu te bats contre des moulins avant, c'est... Ouais, l'impuissance, ouais. Mais quelle baguette magique il faudrait actionner? Je sais pas si je l'avais, ça serait bien. Ça m'arrangerait. Je sais pas. Donc, je sais pas. Des combats en justice, ça mènerait nulle part. Là, on va en avoir un. Parce que... qui est quand même assez symbolique. Parce qu'au départ de la grève, ils ont utilisé des... Je sais que pendant que tu fais grève, on n'a pas le droit de te remplacer. Et ils ont utilisé des contrats à durée déterminée sur les postes de grévistes. Et on est arrivé à faire un PV par l'inspection du travail qui a été porté au procureur. Et on a appris il y a 15 jours qu'ils étaient renvoyés en correctionnel. C'est la première fois qu'un employeur est envoyé en correctionnel pour avoir utilisé des contrats à durée déterminée pour remplacer des grévistes. Donc ça, je pense que déjà, juridiquement et le poids, la symbolique que ça a, nous, ça nous a un peu requinqué quand même. Voilà, on nous a dit finalement, parce que nous on pensait vraiment que ça avait été classé sans suite, parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et en fait non, ils vont en correctionnel. Donc déjà, voilà, ce côté juridique va peut-être un peu amener un petit peu de regain pour... Mais après, ils s'en foutent des lois en fait. Ils s'en foutent vraiment, ils s'assoient dessus, je t'assure, c'est... On fait des réunions de délégués du personnel où tout le temps tu leur fais le rappel à la loi, ils outrepassent le droit, et ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent royalement. D'ailleurs, ils te disent, mais allez-y, il faut la justice, on y va. C'est assez fou. Mais c'est budgétisé. Ils budgétisent tous les ans des préjudices. T'as un ordre de chiffres? Alors, la dernière expertise des comptes là, je crois qu'ils avaient prévu une enveloppe de 200 000 € pour tous les conflits à venir ou éventuels qu'ils pouvaient avoir. C'est budgétisé tous les ans, donc à la limite, ils s'en foutent quoi. Je te laisse perplexe. Perplexe, je ne sais pas. Pensive, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est une guerre invisible et sournoise qui ne dit pas son nom. Je voulais faire un film sur la lutte mode d'emploi, je me retrouve avec des questions. Tous ces départs, ce gâchis. Johan, Luzma, Regina, dans mon émotion, j'ai oublié de la filmer face caméra. Oui, des tas de questions. Mais tu sais, le soir où vous êtes venus, là, moi j'étais triturée dans ma tête à me dire, on a loupé quelque chose quand même. On a passé 52 jours avec elle et après on les a laissés repartir. Jamais on a refait un truc. Bon, ils ont fait une soirée, on a refait un truc comme ce qui s'est passé, là, un débriefing. Et quand je voyais la détresse encore 2 ans après, j'avais le cœur déchiré, tu vois. Bon, moi aussi, quand on m'en parle, j'ai des frissons, j'ai les larmes qui reviennent, mais... ça t'a passé plus, non? Non, parce que bon, voilà, parce que quand j'ai vu Valérie expliquer ce qu'elle a vécu à la maison, tu vois, on le savait un peu sur le conflit, parce que de temps en temps, il y en a ce conflit, mais on a raté le truc, tu vois. Ça, on aurait dû le faire. Et j'ai dit aux copains des Hautes-Pieds, j'ai dit, Wilfried, il va falloir que tu le fasses. On ressort pas indemne d'un conflit comme ça, même si on gagne. C'est pas possible. Et en plus, bon, c'était période de Noël, enfin, c'était quelque chose de dur quand même. Hein. Bonsoir, je suis Mireille Riol, secrétaire ESD 82 au moment du conflit et encore secrétaire ESD 82. Merci Christelle. Dites Mimi sur le conflit et surtout appelez maman par 150 grévistes pendant 52 jours. La famille s'est agrandie, on est bien content. Voilà, et que dire, le conflit, ça laisse des traces de fraternité, de solidarité, de dignité. Je suis fière d'avoir partagé les 52 jours avec elle. Non, 52. Ça te va? Donc tu signes? Donc je signe. L'idée de construire le film avec nous leur a plu immédiatement. Elles signaient ouvertement, fièrement nos autorisations de tournage.
Alors j'ai eu envie aussi de filmer ce cran de signer, de parler en face et de mettre en image ce geste purement juridique qui d'ordinaire appartient à la cuisine interne du film. Les faire signer face caméra, ça faisait du bien. J'avais envie que tous les sans-visages en prennent de la graine. Bonjour, Christelle Robert, j'ai 37 ans. À la période du conflit, j'étais aide-soignante en service de chirurgie digestive, urologie et gynécologie. Aujourd'hui, je suis commerçante ambulante et j'ai signé. Maintenant, je suis infirmière libérale, une autre vie, plein de choses positives maintenant. Je travaille pour moi, personne derrière qui me dicte comment je dois travailler, comment je dois être et ce que je dois faire. Et pour ça, je signe le droit de ma vie. Donc tu signes. Donc je signe. Tu vois, pour le conflit du Pont des Champs, ça aurait pu clasher nous aussi, hein, parce que je partais à 4h du matin. Je faisais le café dans le perco, donc il fallait qu'on se lève à 2h parce que ça coule pendant 1h30. Il aurait pu craquer quand même. Il y avait des soirs où j'oubliais de lui dire que je ne rentrais pas, que j'étais à nouveau. Peut-être que les grands soirs sont tissés de petits matins où le café coule dans le percolateur depuis 2h du matin pour soutenir les grévistes. Est-ce qu'on peut juste se dire que c'est déjà bien de se raconter comment ça s'est passé? Quelle stratégie ils emploient? Quelle stratégie ils répètent pour casser le monde en petits morceaux? Et si ça valait le coup de raconter, de poser des mots sensibles et justes? Bonne soirée, bonne fête, madame, au revoir. Merci à vous aussi. Allez, moi, président. Ouais. Je déclare le SMIC à 3 000 €. Ouais. Moi, présidente, je donne la semaine de travail à 20 heures. Ouais. Moi, présidente, coup d'air. Je donne gratuit l'accès à la machine à café à 0,95 là, hein. Ouais. Aux 131 grévistes de la clinique du Pont de Chambre qui ont tenu 50 jours. Ouais, merci Mimi. Mimi, présidente. Mimi, présidente. Mimi, présidente. Mimi. Et si ça valait le coup de raconter, de poser des mots sensibles et justes? Alors comme chantait Barbara, le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Alors chiche, j'y retourne au printemps. Chiche, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est moi, je t'embête 2 secondes. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as archivé les bulletins de salaire du champ de pommes? Moi, je te disais, il est comptable. Tu vois, regarde, on est comme à son bureau. Nous avons les boîtes d'archives, tout est... Mais je sais pas où il a mis la boîte d'archives. Et alors ça, c'est la grève de 2010, 2009, 2015. Oh la vache, avec un autre t-shirt du coup. Ah bah oui. Que t'as pas lavé depuis. Ah ben non plus. Ah oui, on avait demandé le 13e mois aussi, moi, on n'arrive pas à... Ça me rappelle, tu sais, les suaires, là, enfin avec les... Tu sais, dans les trucs... Il y avait ça, et après, il y avait toute cette chemise. Et là, on avait fait un CD. Non. Carrément, en 2010. C'est-à-dire... Des chansons? Non, pardon. Si? Sérieux? Oui, parce qu'on chantait Capitaine Flamme, tu n'es pas... Et là, c'est ma petite chemise de collector. Premier jour de grève, hein. 23 octobre. Hein. Au sein de l'hôpital, c'est arrivé que vous disiez on fait de la résistance. Par exemple, moi je fais mon métier comme avant, c'est-à-dire je continue de prendre le temps de l'acte. On peut pas. Tu peux pas? Qu'est-ce qui empêche de faire ça? On peut pas, mais parce que derrière, il y a toujours une pression. Une pression hiérarchique qui arrive et qui dit hey, t'as pas fini tes soins, à telle heure il faudrait que tu ailles manger parce que sinon ta collègue elle pourra pas y aller, et après il y a ça à faire, et il y a ça à faire. Donc on peut pas. Mais il y a une personne à la hiérarchie ou il y a plusieurs? Oh non, il y a plusieurs. Ah ouais, vous êtes... Mais, dans l'ordre vraiment hiérarchique, il y a les ASH, les aides-soignantes, les infirmières. Au-dessus de l'infirmière, il y a la référente.
de service. Au-dessus de la référente, il y a la chef de soins. Au-dessus de la chef de soins, il y a une autre personne. Et après, il y a la direction. Et dans la direction, ils sont, je ne sais même pas combien, on ne les connaît pas tous. Et moi, Escartin, je l'ai connu à la grève. Voilà, ça faisait 2 ans qu'il était en place, mais je l'ai connu à la grève. Pour dire qu'il était venu se présenter dans le service. Bon, bref. Voilà. Nickel. Ah, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était ça, expression libre. Mais bon, ça se voit plus trop. Expression libre pour nous les grévistes. Ça, c'est plusieurs de mes photos que j'avais collées pour faire un... Ah ouais, 22 mars au 8 avril 2010. Tu vois comme quoi. Et ça circulait à la bourse du coup ou quand? Eh bien, ça circulait sur le parking. En général, tu le retrouvais dans le carton où il y avait les gobelets pour le café ou les paquets de chips. Voilà quoi. Et j'avais essayé de le faire, moi, en 2015. Et j'ai jamais retrouvé le carnet. C'est quelque chose, tiens, regarde, je suis sur la photo. Ah, avec Thibaut. Il faut me trouver. Alors, ouais. où es-tu? Parce que tu as un bon dos sur la... Oui. Allez, c'est bon, les cafés sont prêts. Tiens, regarde, voilà nos amis les CRS. Non, mais après, les pauvres, en fait, tu vois, je veux pas leur jeter que la pierre non plus. Hein. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé, mais... Mon mari a été pareil que Christophe, heureusement qu'il était là. Heureusement que j'avais aussi mes beaux-parents parce que mon mari fait les 3-8. Donc quand je lui disais, là je suis bloquée, je peux pas sortir, on m'a enfermée, je peux pas rentrer à la maison. Et oui, fais comment? Je sais pas. Je peux pas rentrer, donc débrouille-toi. Il a toujours assuré, vraiment. Et comme disait Émilie, moi j'avais une autre partie, j'avais quelqu'un d'autre de ma famille, 2 personnes, qui n'ont pas compris pourquoi j'étais dehors. Mais à me mettre vraiment à me toucher dans mon plus profond, parce que voilà. Et ça a été très dur, très très dur. D'ailleurs, pendant 2 mois, je n'ai pas parlé à cette personne-là. Donc ça a été très dur pour moi. Et en plus, j'ai commencé la grave malade sous antibiotiques, donc c'était compliqué. Sous antibiotiques et cortisone. Le plus dur, c'est d'arriver à prendre du recul. C'est vrai que souvent, moi, la famille me disait, essaie de prendre du recul. Quand tu rentres le soir et on n'y arrive pas. Non. On mange grève, on dort grève, on chante grève. On dort grève. avec le téléphone à côté de peur de l'appel du téléphone qui nous dit soit une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle. Je vous ordonne de arrêter d'embêter ma maman, sinon je vais venir et ça va parler. Qu'est-ce que c'est ça? De quoi? Que tu nous as lu alors du coup? La lettre que j'avais demandé à maman de faire passer à son directeur. Moi, je me suis toujours dit, alors le comparatif, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Je sais qu'on compare le comparable, mais je me suis toujours demandé pendant la guerre qu'est-ce que j'aurais fait. J'en sais rien, hein, ça répond pas à ma question. Mais je me dis au moins ça, je sais que j'ai au moins un petit peu de couilles. Peut-être pas, elles sont peut-être pas énormes, mais j'en ai un peu. Et voilà, et c'est quand même... Mais c'est pas là que réside le courage, hein, je vous le dis. Je sais. Et dis-moi, est-ce que ça c'est le fameux parking payant? Payant, mais c'est pas le parking où tout a commencé? Si. C'est là? Oui. Ah. J'arrive en 2011, un an après le conflit de 2010. Dans un premier temps, quand je suis arrivée, j'ai pas cherché à en savoir plus sur ce qui s'était passé un an avant. J'ai su ce qu'ils avaient obtenu, mais après, au bout de combien de temps, au bout de... Voilà, vraiment le conflit, comment ils l'ont vécu en 2010,
J'ai pas cherché à trop savoir, ça faisait 1 an que ça s'était passé. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose que je trouve pas normal, enfin personnel ou pour les collègues proches, on va dire, avec qui je discute, mais je vais aller chercher un texte de loi, je vais aller voir mon supérieur, voir un peu plus haut. Et c'est ça que j'ai découvert en fait, c'est que ce que je faisais moi de mon côté, le syndicat le faisait pour tout le monde et que ça pouvait être fait à plus grande échelle et porter la voix de plus de personnes. Qu'au final, le problème que rencontre une personne dans un service, toutes les personnes dans tous les services rencontrent les mêmes problèmes. Cette photo, c'est quoi? Ah oui, c'est toi? C'est moi. Ah ouais? Oui. C'est quoi l'histoire de cette photo? C'est la journée des luttes gagnantes à la CGT à Paris, à Montreuil. Ils ont pris des gens au hasard dans le public de toutes les luttes gagnantes. Voilà, ils ont voulu faire une photo. Donc voilà. Je cherchais à manger, je suis allée à boire. Salut. On se voit demain? Oui, toujours pas? Ouais. Bah. Je t'avais jamais vu en plus. Non, mais c'est pas grave. C'est parce qu'elle y est pas souvent. Hein? Anthony. De quoi? T'es pas Oui. J'ai envie de comprendre ce pillage de la sécurité sociale avec Clotilde Ollier et Eric Lacoste à la Bourse du Travail de Montpellier. Ce sont mes chapeaux melons et bottes de cuir de la CGT et de la sécurité sociale. La protection sociale en France, si on peut appeler ça, comme certains l'appellent, le gâteau, c'est à peu près de 500 milliards d'euros. Quand on regarde tout, caisse de retraite, tout ce qui est protection sociale en France. Et il faut savoir, les frais de fonctionnement pour payer les salariés, les locaux, sont moins de 5% de frais de fonctionnement pour gérer toute cette structure. Et si on passe par un opérateur privé avec des fonds de pension et autres, on est sur des taux à 20%. Comprenez bien que le privé aujourd'hui, il est en train de lorgner sur le gâteau de 500 milliards d'euros. Le système de santé en France, le système d'hospitalisation en France est malade. Malade, c'est le mot. Absolument. Et vous savez, quand le système d'hospitalisation est malade, c'est la santé des Français qui est en danger. Il y a des idées extrêmement pertinentes qui ont été énoncées par la ministre dans sa stratégie nationale de santé, et on attend de la méthode pour déployer cette stratégie nationale de santé aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette stratégie ne pourra être mise en œuvre que si on arrête très rapidement, dès 2018, cette politique un peu délétère, vous savez, qui a consisté à raboter les tarifs de l'hospitalisation et qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Que ce soit aide-soignant ou infirmière, on est là pour faire du relationnel, du soin, du relationnel, on est là pour le confort du patient. Et ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est travail, rendement, hop, tant de toilettes à la journée, hop, tant de pansements à la journée, parce que c'est plus rentable qu'un patient il parte le matin comme ça, il paye sa journée, mais celui qui rentre le matin aussi, il paye la journée aussi. Donc ça fait 2 journées payées pour un lit. Donc voilà, il faut faire comme ça, vous comprenez. Pour la clinique, c'est plus rentable. Oui, pour la clinique, c'est rentable. Mais pas pour les gens, pas pour nous. Nous, on ne fait plus un métier valorisant. Moi, je ne suis pas vieille aide-soignante. Quand je suis partie, j'avais que 13 ans d'ancienneté. 2017. Elsan se rapproche de Medipôle Partenaire et renforce sa position de leader en accueillant plus de 2 millions de patients par an dans ses établissements. Lors de la première grève, il y avait déjà eu une revente par les médecins qui au départ étaient actionnaires à des investisseurs privés. Bon, ces premiers investisseurs privés sont quand même restés assez dans l'optique des médecins qui étaient actionnaires au départ. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une revente donc à ce groupe financier et médical qui rachète un certain nombre de cliniques un peu partout en France. Et donc, eux, leur objectif, c'est comme tous les groupes, c'est financement, argent, et après que ce soit de l'humain dans un lit ou une boîte de conserve dans un rayon, c'est pareil. Entre 2011 et 2012, on a vécu le changement de direction. On a vu la politique qui se mettait en place sur la clinique. Et à partir de 2012, ils ont vraiment commencé à mettre en place leur politique. Et sur l'espace des 3 années, on a vu vraiment la dégradation de tout, jusqu'à 2015 et départ du conflit. Elsan porte un formidable projet, fruit du travail remarquable des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire des différents groupes qui l'ont rejoint.
La première année, comme ils sont là, ils regardent, ils contrôlent, voilà, ils disent trop rien. Et puis c'est à partir de la deuxième année où là on commence à nous dire bon il va falloir économiser au niveau des médicaments. Donc on va vous faire un quota. Vous aurez un quota de temps de paracétamol, un quota de temps de perfusion, un quota de temps d'insuline. Voilà, bon, le problème c'est qu'on ne sait pas quel nombre de patients vont être présents qui auront besoin de ce médicament-là. Donc d'un jour sur l'autre, ça peut changer. On peut demander un quota supplémentaire ou pas. Ça nous est accepté ou pas. Et donc si ça ne nous est pas accepté, il faut que nous, personnel soignant, on dise aux familles, écoutez, portez les médicaments de chez vous. Le patient, c'est plus un humain. On ne tient plus compte de lui en tant qu'humain, avec ses besoins, avec ses problèmes aussi sur rien que la sortie d'hospitalisation, qu'est-ce qu'il vit à la maison, comment il va pouvoir sortir. Enfin, c'est une prise en charge globale. Moi, je sors de l'école en plus en 2011 quand je commence ici, donc j'ai bien frais dans la tête tout ce qu'on nous a appris. Le patient le prend en charge dans sa globalité, avec sa famille, ses enfants, ses parents. Et sinon, on prend en charge une maladie, ça peut rapporter tant. Quand la prise en charge est finie, admettons, c'est tant d'hospitalisation. Quand la prise en charge est finie, le patient il doit rentrer à la maison parce qu'il ne rapporte plus rien, peu importe comment il rentre, peu importe les ressources qu'il a à la maison. Et non, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris, c'est pas pour ça que j'ai voulu faire ce travail. Aujourd'hui, il n'y a plus de patients, il y a des clients. Il y a des clients comme il y a des clients dans un hôtel. Là, par exemple, à la clinique du Pont de Chaume, la nouveauté, c'est de faire des chambres individuelles. Alors, il y a la gamme Prestige. La gamme Prestige, on a les peignoirs, les petites pantoufles, la théière, le truc. La gamme Luxe, on a encore autre chose. La tablette. C'est une clinique. C'est pas un hôtel, c'est une clinique. Donc, il doit y avoir un minimum de confort, je dirais, enfin même un maximum, mais c'est pas normal que les gens qui aient les moyens de se payer ça, de s'offrir ça, puissent avoir un lit haut de gamme électrique qui va bien, avec le matelas qui va, la télé, la bouteille d'eau, et que celui qui n'a pas un rond pour payer sa mutuelle se retrouve en chambre double, sans l'avoir voulu, mais tout simplement parce qu'il est tributaire de son porte-monnaie. Enfin, c'est quand même une honte. Nous, le soin, c'est la priorité, la recherche, faire en sorte que dans notre clinique, il y ait une excellence à tel niveau ou à tel niveau. Là, la Sécu, par intervention, par pathologie, depuis que la T2A existe, donc ça fait combien? Ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'il y a la T2A qui est en place, c'est-à-dire qu'ils font un forfait. Pour exemple, quelqu'un qui a une appendicite, il va venir se faire opérer, la Sécu a dit voilà, l'appendicite simple, nous on vous rembourse tant à l'hôpital comme à la clinique, c'est le même tarif. On considère qu'avec ce paquet-là d'argent, vous avez assez pour pouvoir faire tourner votre clinique, faire l'opération, dégager évidemment un petit profit de ce paquet-là, et faire en sorte de soigner le patient correctement. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que les cliniques récupèrent la T2A et puis elles grappillent sur tout le reste. C'est-à-dire que si on dit, mettons l'appendicite, on vous rembourse 5 000 € pour une appendicite, j'en sais rien, c'est un chiffre complètement au hasard, je ne connais pas du tout les remboursements. Mais que dans les 5 000 €, il y a 2 000 € de chirurgie, et puis il y a 1 000 € d'hôtellerie et 2 000 € de soins, de forfait soins, infirmiers, médicaments, tout ça, et qu'on tire les prix vers le bas en disant au lieu de rester 3 jours, le patient il va y passer qu'une nuit, ça nous coûtera moins cher, mais la différence elle est pour nous. Au lieu de lui filer à bouffer des trucs sympas, de concocter des repas sympas parce qu'il y a l'appendicite, mais il y a le cancer en fin de vie, il y a toutes les pathologies cardiaques, les femmes enceintes, les grossesses, enfin voilà, la clinique elle se résume pas à l'appendicite. Et tout le monde mange la même merde, entre nous soit dit. Et le moins cher, surtout le moins cher du moins cher, et on tire systématiquement au plus bas. Le matériel utilisé en bloc opératoire, on voit que petit à petit ça diminue. À l'époque, quand on était au bloc, il fallait utiliser moins de compresses, il fallait utiliser moins de fils. On changeait les pinces pour passer sur des pinces de moins en moins chères.
le temps d'opératoire devait durer de moins en moins longtemps pour que la salle puisse être réutilisée après, que ça tourne vite. Tout ça, au bout d'un moment, je veux dire, il y a une limite. Enfin, qu'on décide de faire une marge sur la T2A, sur ce chiffre-là que donne la Sécu, c'est logique, c'est normal, il faut bien que la clinique, elle n'est pas là, c'est pas des associations loi 1901 à but non lucratif, hein, on est d'accord, elles sont là pour faire de l'argent. Mais toujours pareil, c'est une histoire, comme dirait la Sécu, et moi j'adore de tact et de mesure. Oui, vous choisissez. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit clair, hein, on a des fonds de pension étrangers qui viennent investir en France dans la santé. Moi, je veux bien, mais au bout d'un moment, ils ne sont pas philanthropes. Hein. S'ils viennent, c'est pour quelque chose. Donc ils viennent, ils investissent des milliards. Et après, au bout d'un moment, hop, ils revendent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les grands groupes se rachètent. D'ailleurs, les premiers groupes sont des fonds de pension. Uniquement, ils sont là, qu'on soit clair, pour faire de l'argent. Mais c'est tellement violent. Tout ça, c'est... Quand on fait de la santé, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a toute cette violence derrière du financier, parce qu'on fait juste pas ce métier-là pour ça. On fait ce métier-là pour autre chose, pour toucher à des choses qui, justement, n'ont pas de prix. Tenir la main de quelqu'un, lui parler, échanger, prendre 3 minutes et lui demander comment il sent, comment il va, s'il donne quelque chose. C'est pas quantifiable financièrement. Ça n'a pas de prix, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. L'autre jour, je voyais un reportage sur Arte, sur les cliniques, où on voyait, ou un film, je sais plus, où ils montraient une clinique, et je disais, mais mon Dieu, que ça a changé. On voyait tous les patients dans une salle commune, en train de regarder la télé, de fumer des clopes aussi dans la salle commune, bon, voilà. Mais de regarder la télé, de discuter avec les infirmières qui passaient avec le café et les tisanes pour donner le 4 heures. Non, mais ça, mais ça y a plus. Mais c'est fini. C'est fini. Et moi, ce qui me rend triste, c'est de me dire que peut-être, j'espère que non, mais que peut-être ça reviendra jamais. Et que cette période-là, elle est morte et enterrée, quoi. C'est fini. La tisane du soir dans les cliniques avant de se coucher, ça n'existe plus. Avant, on était hospitalisés, le soir, il y avait le repas du soir, et à la tournée de la nuit, l'équipe de nuit venait en équipe, donc il y avait l'infirmière avec son aide-soignante qui tournait, et qui venait, qui amenait la tisane. Ça va, vous avez passé une bonne journée, vous avez pas mal, vous voulez boire une infusion, tilleul, verveine, c'était ça le soir. Et la nuit, elle démarrait comme ça, avec ce passage-là rassurant de l'équipe paramédicale, du petit mot chaleureux. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Parce que ça coûte trop cher. Le cours de la verveine a vachement augmenté ces derniers temps. Peuvent prévoir leur chiffre d'affaires pratiquement au 1er janvier, même un établissement de santé. Où vous avez vu dans l'industrie quelqu'un qui peut prévoir son chiffre d'affaires au 1er janvier, à peu près. Ça se fait pas. Là, ils le savent. Ils disent voilà, cette année, on va gagner à peu près tant. Mis à part une catastrophe, mais on va gagner tant. Donc le but après, le chiffre d'affaires, ils l'ont, c'est diminuer la masse salariale. Donc il y a il y a plusieurs possibilités de diminuer la masse salariale. On n'embauche plus, et l'activité augmente. Ça peut être aussi, on dégraisse, on supprime des salariés, on supprime des salaires, ou on baisse, on dénonce des accords, ou on baisse des salaires. On peut jouer aussi mécaniquement sur la pyramide des âges. Ils savent que cette année, il y en a tant qui vont partir à la retraite. C'est comme je vous disais, on s'en va, ou on part à la retraite, ou on nous licencie, ça peut arriver, mais on ne nous remplace pas. Donc celles qui restent, il faut qu'elles fassent comme elles peuvent.
Donc tout ça cumulé, plus les petites économies, comme je vous disais tout à l'heure, les draps il faut économiser, oui, mais on a un quota de draps dans une armoire. Quand il n'y a plus de draps dans l'armoire, mais qu'on en a besoin, il faut qu'on galope à la lingerie. Donc nous, dans la clinique où j'étais, la lingerie était au -1. Nous, on était au premier étage, c'est pas très loin. Mais soit il faut attendre l'ascenseur, ou sinon vous galopez vite dans les escaliers pour aller chercher une pile de 10 draps, parce qu'on ne vous les donne que par 10. Voilà. Donc s'il vous manque 3 ou 4 draps dans la journée, ça va. Mais si vous en manque 15, vous descendez 2 fois à la lingerie. Donc perte de temps. Donc toutes ces petites choses cumulées, à force on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Début janvier, je me casse la margoulette au boulot. Mais une belle gamelle, quoi. Enfin, dommage, tu vois qu'il n'y a pas de caméra partout parce que au moins là, c'était une cascade. Et je me démonte une épaule. Et du coup, je sais plus, 2 mois peut-être à pas bouger, rééducation, machin. Après, bon, je mets le printemps à me reconsolider, si tu veux. Sauf que plus ça va, moins je peux me servir de ma main droite. C'est pas seulement à cause de la chute et tout ça, c'est aussi usé, il y a aussi de l'arthrose à côté. Enfin, voilà, c'est les mouvements répétitifs. Ça a déclenché une pathologie qui est aussi reconnue comme maladie professionnelle, si tu veux. Et moi, dans mon métier, ça fait 30 ans que je suis en onco. Nous, infirmières, c'est une profession qui est aussi en développement parce que tu as plein de possibilités. Tu peux être en consultation, tu peux soit les consultations d'annonce, soit suivre les gens qui ont des traitements, tu peux prendre des postes de coordination, on a des masters. Je sais que je peux faire d'autres choses. Je peux me spécialiser suivi douleur, soins palliatifs, voilà. Il y aurait moult choses à faire. On nous aspire l'argent de la Sécu. Cet argent de la sécurité sociale, il nous appartient, il est à nous. On l'a construite pour nous, cette sécurité sociale. On y siège d'ailleurs avec Eric en doc-roussillon. C'est nos cotisations, c'est notre argent qu'on a décidé de mettre dans un pot commun pour que tout le monde soit soigné de la même façon, avec la même qualité de soins. Et ça, punaise, il y a un bras de l'extérieur qui vient, qui nous prend l'argent, mais c'est intolérable, c'est intolérable. Mais normalement, quand il y a une inaptitude, parce qu'on est revenu beaucoup là-dessus, parce qu'une inaptitude, c'est le bout du bout de j'ai des conditions de travail dégueulasses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de soignants, beaucoup de femmes. C'est les épaules, voilà, au bout de X années, je suis bousillée. Travail en 12 heures, travail de nuit, puis la charge de travail. Quand la charge est lourde, parce qu'on ne peut pas aller chercher l'appareil pour lever le patient, etc. Tout le monde fait au plus vite, au mieux, parce qu'on a des êtres humains en face de soi. Normalement, l'employeur, il a une obligation de reclasser le salarié. Il doit reclasser le salarié qui, en plus, qui l'a rendu inapte quand l'inaptitude est son fait. Il y a 95% des gens qui sont déclarés inaptes qui sont licenciés. Ouais. Je veux dire, c'est hallucinant. Souvent, il les bousille et il les jette à 95%. Alors qu'il y a des fonds, il y a des aides pour justement les garder en poste, les aider. C'est quoi cette société? Il faudrait que tout le monde fasse 1m80, soit un homme, et 30 ans, et puisse travailler 12 heures par jour. La société, elle n'est pas comme ça. Elle est diverse. Il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui sont minces, des gens qui sont gros. Il y a des femmes enceintes. Mon Dieu, quelle horreur. Il y a des gens qui ont des handicaps ou des difficultés. Je veux dire, on parle de handicap, on est tous différents et on vieillit au travail et il faut que justement le travail s'adapte aux êtres humains. Tu sais, la procédure, elle veut que toi, le médecin du travail, il dit que tu as des incapacités. Tu es apte à ton poste, sauf pour faire ça. Donc tu n'es pas apte à ton poste comme il est actuel. Et donc ils m'ont proposé, mais dans plein d'endroits en France, parce que j'avais dit que je pouvais bouger. Déjà, c'est pas... Ils m'ont proposé à Brest, à Vichy, à Tarbes, à, je sais plus, à côté de Nantes, à Saint-Herblain, tout ça. Et un endroit, je connais pas trop. Et c'était pour être aide archiviste, pour être standardiste, bureau, entrée, sortie, facturation. Quand j'ai vu la DRH donc pour me signifier ce licenciement, et je lui disais, alors, qu'est-ce qu'il en est pour moi? Parce qu'elle ne me disait pas
le mot, on vous licencie. C'est juste, on ne peut pas vous reclasser, on ne peut pas vous reprendre. Ce qui me gênait le plus, c'est que j'ai pas fini de lutter, si tu veux. Et que du coup, là, pouf, ça me fait faire un bond vachement plus loin. Que du coup, je suis même dégagée des barrières ou encore plus loin que les barrières. Partir d'ici pour aller bosser ailleurs dans un autre groupe, puisque les groupes rachètent toutes les cliniques privées de France. Quel intérêt? Retrouver les mêmes conditions de travail, autant rester sur place, autant se battre. Et puis je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a choisi ce métier, c'est se battre pour nos patients, se battre pour leur donner le meilleur qu'on puisse leur donner. Voilà. Donc pour moi c'était naturel, puis après c'est dans ma personnalité aussi de pas baisser les bras et de pas me dire bon ben voilà ça se passe mal, je laisse tout tomber, je pars ailleurs. Centimètre où il y a 1 centimètre, mais 1 centimètre ça va faire beaucoup que vous ne les tiendrez pas du tout. Ça c'était notre QG. Je prends une chaise. Ça je peux le faire. Jusque là je peux. Depuis le bilan, donc on est à 5 mois, ça a fait du bien. Paradoxalement. Non, ça va. Ça va. Ça a permis de mettre des mots sur des ressentis qu'on n'avait pas exprimés entre-temps. Donc ça a fait du bien à plein de personnes. Donc, c'est bien. Ça m'a permis de me recentrer aussi. Et de me dire qu'à un moment donné, bon voilà, le syndicat c'est bien, l'activité syndicale c'est très bien, mais j'ai aussi mes enfants, mon conjoint, et que voilà. Donc ça m'a permis de faire un peu plus la part des choses. D'un point de vue professionnel, eh bien écoute, ça recommence à bouger un petit peu à la clinique. Voilà, il y a eu une petite période de flottement où tout le monde était dans le fatalisme et on a fait 51 jours pour pas grand chose. Voilà, et là on a un service qui s'est mis en droit de retrait il y a 1 mois, complet, qui a arrêté de travailler un matin à 7h en disant on s'arrête. Et voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne continue pas à travailler dans ces conditions. Et on a obtenu 2 postes supplémentaires, un binôme aide-soignant infirmier en plus en 12 heures tous les jours. Donc, et ça en espace à peine une demi-journée. Explique-nous pour peut-être ce que c'est qu'un droit de retrait, parce que c'est grave quand même. Ouais. Quand on en arrive à un droit de retrait, c'est le droit à un salarié quand il se sent en danger dans sa profession, d'alerter sa direction en disant là je me sens en danger, de ne pas pouvoir exercer correctement mon métier et de mettre en danger du coup les autres. Donc du coup je décide de me mettre en retrait pour vous trouver une solution pour que je ne sois plus en danger. Oui, c'est pas beaucoup utilisé, les salariés ont peur, notamment dans nos professions à nous, parce que on a quand même des patients derrière et que quand tu te mets en retrait, c'est-à-dire que tu ne fais rien. Les patients, ils n'ont pas eu leurs médicaments le matin pour déjeuner, il y avait des blocs du jour, ils n'ont pas été préparés, enfin voilà, ça a des répercussions. Donc nous, dans nos métiers, en général, on ne le fait pas, ou très peu. C'est pas utilisé, mais pourtant, c'est une forme de grève, hein. C'est une forme de grève ponctuelle, mais... Et la direction est obligée de trouver de suite une solution pour arrêter ce droit de retrait, et sinon c'est l'inspection du travail qui intervient, et ça amène le cheminement comme une grève avec un égo et tout ce qui s'ensuit, quoi. Alléluia. Alléluia. Ouais, 11h. Beau tous les deux.
C'est pas un film comique qu'on fait. Le dur de chien. Je sais pas ce que je suis contente de vous voir. Allez. Je faisais un peu le point sur le climat à la clinique en ce moment. J'ai raconté le droit de retrait d'il y a un mois qui fait que le salarié remporte peut-être un peu. Voilà, le flottement est un peu passé. Non, il y a des services encore sous tension, avec beaucoup de tension, d'autres services où quand même ça va mieux depuis la reprise. Au niveau des pouvoirs publics, on est reconvoqué à l'ARS au mois de juin pour faire le point sur la situation. Les ratios qui sont mis en place aujourd'hui sont insuffisants pour soigner, pour travailler correctement. Et que ce soit à la clinique Pont-des-Chaumes, dans l'hôpital public, partout, aujourd'hui on en est là. Et comme on leur a dit à plusieurs reprises, on dit chaque fois que c'est un problème d'organisation, sauf que l'organisation dépend de la direction. Alors, ça voudrait dire que l'ensemble des directions de France sont des incompétents. Ouais, c'est ça. Ou alors ça veut dire que la CGT a raison et qu'il manque du personnel et que les ratios d'une infirmière, une aide-soignante pour 12, 15, 18 patients, c'est complètement irréaliste. On ne peut pas travailler dans de bonnes conditions avec de tels ratios. Et quand on compare avec d'autres pays européens, que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal, la Suisse, tout ce qu'on veut, ce sont des ratios qui sont largement inférieurs. Ou par exemple au Portugal, on va avoir une infirmière pour 5 patients. Et donc là, on peut travailler correctement. Le droit de retrait d'il y a un mois, ça m'a reboosté. Ouais. Moi, je me suis dit, en fait, on n'est plus tout seul à se battre, quoi. Parce que jusque-là, en fait, le truc, c'était... Nous, on se battait dans les instances. C'est tu fais une réunion tous les mois, tu redis la même chose. Le service où ils ont fait le droit de retrait tous les mois, il était à l'ordre du jour du CE. Ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont pas bien. Sauf qu'à un moment donné, on était deux à porter le truc, quoi. Et là, tu te dis, enfin, elle bouge. Elle bouge. Donc, effectivement, c'est du travail de fond qu'on fait... et qu'on y est en permanence, mais ça m'a reboosté parce que je me suis dit, au bout d'un moment, quand tu es tout seul, on se disait, on va plus aller dans les instances, on va arrêter, enfin à un moment donné, t'as plus envie, quoi. Et comme ça bougeait pas, et donc là, moi ça m'a reboosté ce truc-là, en fait, un petit peu. Et oui, parce que les salariés tombent dans une forme de délégation par rapport aux élus, par rapport aux syndicats. Souvent, on attend de dire, qu'est-ce que fait le syndicat, qu'est-ce que fait la CGT, qu'est-ce que fait... La CGT, c'est avant tout les salariés. C'est eux qui la font. C'est pas Valérie Gallo, Christophe Couder qui font la CGT pendant chambre, c'est les salariés. S'ils n'existe pas de l'outil, effectivement, c'est là, il ne faut pas mentir non plus aux salariés. Un syndicat, ils ne font pas pour, on fait avec. C'est ce qu'on a mis sur notre page Facebook. Un syndicat, il ne fait pas pour vous, mais il fait avec vous. Et je crois que ça, c'est une notion qu'il faut vraiment remettre aussi au niveau des salariés. On n'est pas là, on n'est pas des dieux, on n'est pas des gens plus hauts, plus forts que non. On est des salariés qui avons décidé de s'organiser dans un outil qu'on appelle la CGT. Et cette CGT, elle ne peut fonctionner que si les salariés s'en saisissent et veulent faire avec. Nous, on n'est pas Dieu, on n'est que la CGT. Et si on avait 2 millions de syndiqués, on aurait un autre rapport de force. Malheureusement, la CGT aujourd'hui, c'est 700 000 hommes et femmes en France, sur 26 millions de salariés. Forcément que le rapport de force, il est au cas par cas dans les entreprises. Moi, je n'avais pas retravaillé depuis que le binôme supplémentaire avait été mis en place. J'ai travaillé lundi. Et la première chose que j'ai dit à midi, ça fait trop de bien de prendre du temps avec les gens. Retrouver notre sens premier de notre métier, c'est prendre soin. Donc, à la place de faire une toilette en un quart d'heure, tu la fais en une demi-heure. Tu prends le temps de t'occuper de la patiente, mais du bout des cheveux jusqu'au bout des pieds. La masser, la lever, la faire marcher. Des trucs qu'on n'avait pas le temps. C'est un truc de fou. Et moi, quand je suis partie lundi soir, je me suis dit, enfin, t'as fait du bon boulot. Finalement, je crois bien que l'époque des bandits de grand chemin n'a jamais vraiment disparu. Ils ont seulement changé de costume, mais ils n'ont pas compris une chose simple. Eux, ils empruntent les grands chemins. Ceux et celles qui se battent, les bâtissent et les construisent. Il y a un proverbe turc qui dit que boire un café ensemble, c'est 40 ans d'amitié. Oui, les grands soirs sont tissés de petits matins où le café coule dans le perco depuis l'aurore pour réchauffer les grévistes. Et je finirai par ces quelques mots. Vous êtes des personnes, des femmes formidables. Et vous aussi, les quelques hommes présents sur ce conflit. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire, mesdames,
que je suis fier d'être une des vôtres. Merci. Quand on part faire un mouvement de grève, c'est un peu comme quand on est en 4e ou en 3e et qu'on fait péter les cours. On a un sentiment profond de liberté, de couper les chaînes et de dire mais j'en ai marre d'être asservi à un employeur, je me libère, j'en ai marre et je dis stop et maintenant ça suffit. Quand ça s'arrête vraiment au moment de la signature, au moment où on donne le top départ de tout est fini, moi je m'écroule. Je sors de 10 jours de grève de la faim, et moi je faisais partie des quelques-uns qui votaient pour continuer. Donc non, dans un premier temps, je m'écroule, c'est la déception on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. On n'a pas rien eu, mais on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. Ma première réaction, c'est ça. C'est pas possible, on aurait pu aller plus loin. Et voilà, une fois cette tristesse passée, cette colère passée, parce que c'était encore de la colère aussi, c'est voilà, on n'a peut-être pas tout obtenu, mais on a obtenu certaines choses. C'est plus vivable non plus pour certains. Voilà, 51 jours, Noël approche, on est à 15 jours de Noël au moment où on signe. Voilà, c'est bon, on l'a pas fait pour rien, on a quand même obtenu certaines choses. Et là-dessus, on est victorieux, et on est victorieux surtout de l'entente qu'on a trouvée entre nous. C'est pas la fin, là, quand on signe le protocole, je pense que c'est le début. C'est le début d'une histoire à construire, toutes et tous ensemble. C'est là, justement, qu'il faut aller voir les salariés, leur dire, alors, de quoi tu aurais besoin pour bien travailler. Et ensemble, on construit, ensemble, on discute, et on va se faire des bouffes ensemble, et on rigole, Enfin, le syndicalisme, c'est ça, c'est pas... Enfin, c'est surtout ça, c'est de l'humain, c'est de l'échange, c'est de la rigolade, c'est du partage, et après on a envie tous ensemble de se battre, on a plus envie de se battre pour son collègue quand on va boire des coups avec lui, qu'on s'entend bien et qu'on construit des choses ensemble que quand on se parle jamais. Il faut recréer du collectif de travail, et tout ça il faut l'enclencher après, et c'est difficile, hein, enfin je veux dire, je n'ai pas la recette, hein, vraiment pas du tout, hein, je sais pas, mais je me demande si la solution, elle n'est pas là. Il n'y a peut-être même pas de grand soir, mais des tas de petits matins où on décide comme ça, sur un parking, de dire non, de dire stop, ça suffit. Les filles du Pont de Chaume m'ont offert le plus beau cadeau de Noël qui soit, l'espoir et la confiance. Alors oui, je me demande, tiens, à savoir, et si le Père Noël était à la CGT lui aussi? En tout cas, avis ou sans visage, méfiez-vous de la cuisine des femmes et des grands chemins. Vous y trouverez désormais sur votre route des bandes organisées, solidaires. Vous les appelez voyous, mais entre la bourse ou la vie, ils ont choisi, et bien choisi. Joyeux Noël les filles!